Il pensait remettre un homme noir à sa place. Il ne se doutait absolument pas qu'il pointait son arme sur le plus puissant magistrat de l'État. Par un samedi matin ensoleillé, l'agent Nicolas Lefebvre, un policier au lourd passif de profilage racial, a harcelé, menacé et arrêté un homme noir parce qu'il marchait de manière suspecte dans son propre jardin. Moqué pour l'élégante chemise en soie qu'il portait, traité comme un intrus dans sa propre maison et brutalisé devant ses nouveaux voisins. Il fut exhibé tel un criminel, un squatteur dont il fallait faire un exemple, une victime sans aucun pouvoir de riposter. Mais l'agent n'a jamais réalisé qui il était en train de menotter. Avant ce jour, le juge Stéphane Dubois avait présidé la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, un homme dont la vie entière était dédiée à la loi que Lefebvre était en train de profaner. Lefebvre pensait briser un homme de plus. En réalité, il rédigeait le verdict final de sa propre liberté. Le soleil de ce samedi matin était d'une générosité sans pareille, déversant un or liquide sur les pelouses impeccables de l'allée des Tilleuls. C'était le genre de rue où le silence était une déclaration en soi, un luxe rompu uniquement par le bourdonnement des tondeuses robotisées et les rires lointains d'enfants jouant dans des arrière-cours aménagées par des paysagistes professionnels. C'était le royaume de l'agent Nicolas Lefebvre. Depuis 15 ans, il patrouillait ces rues, se considérant non pas simplement comme un policier, mais comme le gardien d'un certain mode de vie, un mode de vie tranquille, ordonné et, par-dessus tout, blanc. Alors, quand il aperçut l'homme debout dans le jardin de l'ancienne propriété Mercier, la vision le frappa comme une note discordante dans une symphonie parfaite. L'homme était noir, grand et distingué, avec des éclats d'argent à ses tempes qui parlaient de sagesse, pas seulement d'âge. Il portait une chemise en soie de couleur crème, délicatement brodée de fleurs pourpres qui scintillaient sous le soleil. C'était un vêtement d'un luxe discret et assuré, le genre de choses que Lefebvre associait à des dignitaires étrangers ou des stars de cinéma, pas à quelqu'un se tenant dans un jardin de son secteur. La maison Mercier avait été vendue la semaine dernière, et Lefebvre retenait son souffle, priant pour que ce ne soit pas l'un d'eux. Maintenant, ses pires craintes se confirmaient. Il gara sa voiture de patrouille sur le bas-côté avec un arrêt brusque et agressif, totalement inutile dans la rue déserte. Le juge Stéphane Dubois était en train d'admirer l'érable japonais qu'il venait de faire planter. Le bordeaux profond de ses feuilles était un complément parfait au pourpre de sa chemise. C'était un homme qui appréciait les détails, que ce soit dans les subtilités du droit constitutionnel ou dans l'esthétique de son jardin. Il avait mérité cette paix. Des années à se frayer un chemin à travers des institutions qui n'étaient pas bâties pour lui, culminant avec un siège à la Cour de cassation, l'avaient finalement mené à cette rue tranquille. Il entendit la portière de la voiture claquer et se tourna, son expression de contemplation sereine se muant en une observation neutre. « Bonjour », lança Lefebvre, le mot sec et dénué de toute chaleur. Il laissa la portière de sa voiture ouverte, une subtile démonstration de pouvoir. Sa main reposait sur son arme de service dans son étui, une autre. « Je peux vous aider ?» offrit Stéphane avec un sourire poli et mesuré. « Non, merci, monsieur l'agent. Je profite simplement de la matinée. » Sa voix était celle d'un baryton, profonde et calme. Chaque mot était articulé avec la précision d'un homme habitué à être écouté. Le regard de Lefebvre balaya la chemise en soie de Stéphane, un rictus se formant sur ses lèvres. « Jolie chemise pour du jardinage. Vous êtes le nouveau jardinier ?» La question flotta dans l'air, épaisse d'insinuation. Elle était conçue pour rabaisser, pour le mettre dans une case. Stéphane comprit. Son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent plus froids, plus perçants. « Non, je suis le nouveau propriétaire. » Lefebvre laissa échapper un rire court et incrédule. « Bien sûr. Et moi, je suis le président. Montrez-moi vos papiers. Une preuve que vous êtes bien ici. » La posture de Stéphane resta détendue, mais une vie entière de patience pratiquée s'installa en lui. Il connaissait cette danse. Il l'avait vue se jouer dans les salles d'audience et les salles de classe toute sa vie. « Monsieur l'agent, je me trouve sur ma propre propriété. Je ne suis engagé dans aucune activité criminelle au regard de la loi française. Je ne suis pas tenu de présenter une pièce d'identité. » Il ne parlait pas avec défi, mais avec la simple autorité d'un homme énonçant un fait irréfutable. Cette récitation calme de la loi sembla enrager Lefebvre plus que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. C'était une remise en cause de son autorité, un rejet des règles tacites de son royaume. « Ah oui ?» Lefebvre fit un pas de plus, envahissant l'espace personnel de Stéphane.
Une odeur de café froid et d'agression émanait de lui. Vous êtes avocat ou quelque chose comme ça? Vous vous croyez malin? Laissez-moi vous expliquer comment ça marche ici. Je vois quelqu'un qui ne correspond pas au profil du quartier, je demande des papiers. Vous me les donnez. C'est la loi. Vous vous méprenez sur la loi, monsieur l'agent, dit Stéphane, sa voix toujours égale. Et j'apprécierais que vous baissiez le ton. De l'autre côté de la rue, des rideaux bougèrent. Madame Monique Dupont au numéro 42, l'ancienne partenaire de bridge de monsieur Mercier, regardait à travers ses stores. À côté, une jeune mère nommée Chloé Girard éloigna son jeune enfant de la fenêtre du salon, son cœur commençant à battre la chamade. Ils voyaient tous la scène, la pelouse immaculée, le soleil, l'homme à la belle chemise, et le policier dont le visage s'assombrissait en un masque de pure fureur. Ils voyaient la confrontation, mais ils ne voyaient pas un voisin en difficulté. Ils voyaient une perturbation de leur paisible samedi matin et priaient en silence pour que cela disparaisse. La main de Lefebvre se crispa sur son arme. « Je vais vous le demander une dernière fois. Montrez-moi vos papiers, maintenant. » « Et je vous le dirai une dernière fois, » répondit Stéphane, son regard inflexible. « Je ne suis pas légalement tenu de le faire. Vous me harcelez sans motif sur ma propre propriété. » Le mot « harceler » fut l'étincelle finale. Le visage de Lefebvre devint cramoisi. Il vit un défi, pas un citoyen. Il vit de l'arrogance, pas de la dignité. Il vit une menace là où il n'y avait qu'un homme admirant son arbre. « Très bien, le malin, » gronda Théil, détachant la sangle de son étui. Vous venez de passer de personne suspecte à outrage et rébellion. On va faire ça à la dure. Le bruit du bouton pression de l'étui fut anormalement fort dans l'air calme du matin. C'était un son que Stéphane Dubois connaissait intellectuellement. Il avait lu d'innombrables dossiers et entendu des témoignages sur l'effet glaçant de ce simple bruit. Mais le sentir dirigé contre lui, sur la pelouse ensoleillée de la maison qu'il avait travaillé toute sa vie pour s'offrir, était une toute autre réalité. C'était une violation qui allait plus loin que la loi, touchant un lieu de peur ancestrale qu'il pensait avoir depuis longtemps conquis. Pourtant, son visage resta un masque de calme résolu. Il avait affronté des avocats hostiles, des politiciens partiaux et le poids écrasant de l'injustice systémique. Il ne serait pas brisé par un seul homme en colère avec un insigne. « Agent Lefebvre, » dit Stéphane, lisant pour la première fois le nom sur l'uniforme de l'homme, sa voix était stable, presque pédagogique, comme s'il expliquait un point de droit complexe à un étudiant en difficulté. Sortir votre arme serait une grave erreur de calcul. Il n'y a aucune menace ici. Vous créez une situation là où il n'en existe aucune. Le rictus de Lefebvre était du pur venin. C'est moi qui décide de ce qui est une menace. Et un type comme vous, dans un endroit comme celui-ci, qui la ramène sur la loi, ça, c'est une menace à l'ordre naturel des choses. Il fit un autre pas en avant, son ombre s'étendant sur les fleurs brodées de la chemise de Stéphane. Vous autres, vous arrivez ici en pensant que votre argent change les règles, mais les règles ne changent pas. Pas pour vous. L'expression « vous autres » fut la clé qui fit tourner une serrure. À cet instant, Stéphane n'était plus Stéphane Dubois, propriétaire, ni même un homme. Il était un archétype, un symbole de tout ce que Lefebvre craignait et détestait. Il était l'étranger, l'intrus, l'autre. Et Lefebvre était le gardien du temple. De l'autre côté de la rue, Chloé observait avec horreur depuis la fenêtre de son salon. Elle chercha son téléphone, ses mains tremblantes. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle savait qu'elle devait enregistrer cela. Son doigt plana au-dessus du bouton rouge alors qu'elle visait l'appareil photo à travers l'interstice de ses rideaux. Dernière chance, grogna Lefebvre, sa voix basse et menaçante. Les papiers, par terre, maintenant. Stéphane resta impassible, la colonne vertébrale droite. Vous n'avez aucune base légale pour cette exigence. C'en était trop. Le rejet final de son autorité. La rage de Lefebvre déborda, éclipsant la raison, la formation et la loi qu'il avait juré de faire respecter. Avec une vitesse choquante, il dégaina son arme de service. L'acier noir du pistolet automatique étincela de manière menaçante sous le soleil éclatant. Il ne se contenta pas de la pointeur. Il combla la distance restante et pressa le canon directement contre la tempe de Stéphane. Le monde sembla s'arrêter. Le bourdonnement des tondeuses s'estompa. Les oiseaux se turent.
La pression froide et ronde sur sa peau était un fait brutal, indéniable. Une simple crispation du doigt de cet homme, un spasme de sa rage ignorante, et 57 années de vie, de lutte, de jurisprudence, seraient anéantis sur une pelouse de banlieue. Stéphane pouvait sentir le souffle de l'agent, chaud et sentant le café amer, sur sa joue. Il pouvait voir les capillaires éclater dans les yeux de Lefebvre, le tremblement d'adrénaline dans sa main. Mais la peur était un luxe que Stéphane Dubois ne s'était jamais permis. À sa place se trouvait une colère froide et clarifiante, une colère aussi pure et dure qu'un diamant. Il ne broncha pas. Il ne supplia pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il croisa le regard furieux de Lefebvre dans le reflet de ses propres lunettes de soleil, que l'agent n'avait pas pris la peine de lui faire enlever. Il n'était plus seulement une victime. Il était un témoin. Il cataloguait chaque détail pour le jugement à venir. L'angle précis de l'arme, la salive qui volait des lèvres de Lefebvre lorsqu'il parlait, le silence complice des maisons qui les entouraient. Qui est le malin, maintenant? Siffla Lefebvre, le pistolet s'enfonçant plus fort dans le crâne de Stéphane. Qui connaît la loi, maintenant? La loi, ici, c'est moi. Vous me comprenez? Je pourrais vous descendre tout de suite et ce serait un tir justifié. J'ai craint pour ma vie. C'est tout ce qu'il faut. Il se donnait en spectacle maintenant. Pas seulement pour Stéphane, mais pour le public invisible derrière les fenêtres. Il démontrait son pouvoir, réaffirmant l'ordre ancien. Il devait faire un exemple de cet homme pour prouver qu'une chemise en soie et une grande maison ne signifiaient rien. La voix de Stéphane, quand elle vint, était incroyablement calme. C'était un murmure, mais il trancha la tirade de Lefebvre comme un scalpel de chirurgien. Vous regretterez ceci pour le reste de votre vie. Ce n'était pas une menace. C'était une constatation, une prophétie. La certitude tranquille dans son ton sembla momentanément déstabiliser Lefebvre. Il s'était attendu à de la peur, des supplications ou un geste désespéré. Il ne s'était pas attendu à cela, ce calme olympien, cette contenance judiciaire. Pendant une fraction de seconde, une lueur de doute traversa son visage. Qui était cet homme? Mais le doute fut rapidement englouti par son orgueil. Il ne pouvait pas reculer maintenant. Il avait un public. Regretter ça? Il rit, un son dur et laid. Je ne fais que commencer. Il retira l'arme de la tête de Stéphane, mais seulement pour libérer son autre main. Les mains derrière le dos. Vous êtes en état d'arrestation pour outrage et rébellion. L'acier froid du pistolet fut remplacé par l'acier froid des menottes. Le monde revint en force, le chant des oiseaux, le bruit lointain d'une voiture, la réalité suffocante de son humiliation. Alors que le métal se refermait sur ses poignets, Stéphane Dubois, juge à la cour de cassation, regarda par-delà son bourreau les maisons tranquilles de l'allée des Tilleuls. Il vit les rideaux qui bougeaient, les silhouettes dans l'ombre, et il sut que la plus grande arme de Lefebvre n'était pas le pistolet dans sa main, mais le silence de ses voisins. Le clic métallique des menottes fut un son de finalité. Il résonna à travers la pelouse immaculée, une déclaration de la victoire de Lefebvre. Il tira les bras de Stéphane en arrière avec une force inutile, faisant craquer les coutures de sa chemise en soie. La douleur était vive, mais l'humiliation était une blessure plus profonde, plus froide. Être lié comme un criminel de droit commun sur sa propre propriété, sous les yeux vigilants et silencieux de sa nouvelle communauté, était une indignité qui brûlait plus fort que n'importe quelle agression physique. Plus si fier que ça, hein? Ricana Lefebvre, le visage empourpré par le triomphe. Il poussa Stéphane en avant, le forçant à trébucher vers la voiture de patrouille. Faisons une petite promenade. Que tout le monde puisse bien voir les ordures que je sors. Il le paradait délibérément. Chaque pas sur l'herbe, chaque crissement de gravier dans l'allée était une performance. Stéphane garda la tête haute, son expression illisible, mais à l'intérieur, une vie de colère réprimée se condensait en un unique point de résolution. Il endurerait. Il absorberait chaque affront, chaque moment de dégradation et le transmuterait en carburant. La justice, il le savait, n'était pas un concept abstrait. Elle se forgeait dans des moments exactement comme celui-ci. De l'autre côté de la rue, le téléphone de Chloé enregistrait toujours. Ses mains tremblaient, mais elle gardait l'objectif stable, capturant tout le spectacle sordide. La posture suffisante de Lefebvre. La démarche digne mais contrainte de Stéphane, le blanc et bleu aseptisé de la voiture de patrouille attendant comme une cage.
Elle zooma, capturant la broderie pourpre complexe sur la chemise, maintenant tordue et froissée, un symbole de la beauté souillée. Lefebvre poussa violemment Stéphane contre le côté de la voiture, ses mouvements brusques et théâtraux. « Attention la tête !» se moqua-t-il avant de claquer la tête de Stéphane contre le cadre de la portière en le poussant sur la banquette arrière. Une douleur explosa derrière les yeux de Stéphane, un flash blanc aveuglant. Il retint un grognement, sentant le goût du sang là où sa lèvre s'était fendue contre ses dents. La porte claqua avec un bruit assourdissant, l'enfermant dans l'obscurité exiguë et sentant le plastique de la banquette arrière. À travers la vitre blindée, le monde extérieur semblait déformé, comme un rêve se transformant en cauchemar. Il vit Lefebvre se pavaner vers le côté conducteur, s'arrêtant pour partager un signe de tête entendu avec Monsieur Dupont, qui était sorti sur son Porsche, les bras croisés, un air de satisfaction sinistre sur le visage. La complicité n'était plus cachée derrière des rideaux. Elle était au grand jour. Alors que Lefebvre démarrait le moteur, la radio crépita. « Centrale, ici unité 7. J'ai un individu en garde à vue. Homme noir, suspect dans une série de cambriolages récents dans le secteur. Je l'amène. » Un mensonge. Un mensonge désinvolte et accablant qui ferait désormais partie du dossier officiel. Stéphane ferma les yeux. La série de cambriolages récents était un trope classique, une justification fourre-tout pour harceler toute personne noire trouvée dans un quartier blanc. Lefebvre n'était pas seulement raciste. Il était paresseux, s'appuyant sur les ficelles les plus anciennes et les plus laides du métier. La voiture s'éloigna du trottoir et Stéphane regarda sa nouvelle maison, le symbole du travail de sa vie, s'éloigner au loin. Il vit Chloé baisser son téléphone, le visage pâle et effrayé, avant de se retirer rapidement de la fenêtre. Elle était la seule à avoir l'air troublée. Les autres avaient juste l'air soulagés. La perturbation était terminée. L'ordre naturel avait été restauré. Le trajet jusqu'au commissariat de police fut court, mais Lefebvre le fit paraître une éternité. Il conduisait lentement, empruntant les artères principales, s'assurant que tout le monde dans sa voiture du samedi matin puisse voir l'homme noir à la chemise chic à l'arrière de son véhicule de police. Il fredonnait une mélodie joyeuse et sans air, tapotant ses doigts sur le volant. « Vous savez, c'est dommage, » dit Lefebvre d'un ton conversationnel, ses yeux croisant ceux de Stéphane dans le rétroviseur. « Une belle maison comme ça va faire baisser la valeur immobilière pour tout le monde. Les gens travaillent dur pour vivre dans un endroit agréable. Ils ne veulent pas que votre genre d'élément s'installe. » Stéphane resta silencieux. Il n'engagerait pas la conversation. Il ne donnerait pas à cet homme la satisfaction d'une dispute. Chaque mot que Lefebvre prononçait était un autre fil dans la toile qu'il tissait autour de lui-même. L'esprit de Stéphane, entraîné pendant des décennies à être une forteresse de logique et de jurisprudence, était maintenant un enregistreur, capturant chaque procédure illégale, chaque déclaration préjudiciable, chaque violation de ses droits civiques. Ils arrivèrent au commissariat, un bâtiment trapu et brutaliste qui sentait le désinfectant et le désespoir. Lefebvre le sortit de la voiture avec la même théâtralité brutale qu'il avait affichée plus tôt. Il fit parader Stéphane à travers les portes d'entrée, devant un sergent d'accueil qui ne leva même pas les yeux de son journal, et dans la zone de traitement des gardes à vue. « Regardez ce que j'ai trouvé en train de rôder près de l'allée des Tilleuls », annonça Lefebvre à la pièce vide. Il se prend pour un avocat. Il poussa Stéphane sur un banc en plastique dur. « Videz vos poches. » Stéphane le regarda, puis regarda ses mains menottées. « Cela risque d'être difficile, monsieur l'agent. » Le visage de Lefebvre se crispa. Le calme défiant était toujours là, et cela continuait de l'irriter. Le comique. « On va le faire pour vous. » Un autre agent, plus jeune et plus corpulent, s'approcha. Il palpa rudement Stéphane, sortant son portefeuille et ses clés. Il ouvrit le portefeuille, le feuilletant. Il s'arrêta, les sourcils légèrement haussés. Il regarda l'étui en cuir frappé du sceau de la Cour de cassation. Il l'ouvrit, révélant l'insigne doré et la carte d'identité. Stéphane Dubois, juge. Le jeune agent se figea. Il regarda de la carte d'identité au visage de Stéphane, puis de nouveau à la carte. Une vague de panique submergea ses traits. Il regarda Lefebvre, la bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson. Mais Lefebvre ne prêtait pas attention. Il était trop occupé à savourer son pouvoir. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Fournier ?»
dit-il au jeune policier. Trouver une carte de crédit volée? Un petit sachet de drogue. Nico, murmura le jeune agent, sa voix tremblante. Nico, il faut que tu vois ça. Quoi? Lança Lefebvre, agacé par l'interruption de sa jubilation. Il arracha le portefeuille des mains de l'autre agent. Il vit l'insigne. Il lut le nom, et pour la première fois ce matin-là, le masque suffisant et cruel sur le visage de Nicolas Lefebvre se dissolut, remplacé par un air de choc pur et total. Il fixa l'homme à la chemise de soie froissée, maintenant assis sur un banc de garde à vue avec une lèvre fendue, et tout le poids catastrophique de ce qu'il venait de faire commença à s'abattre sur lui. Le silence dans la zone de traitement des gardes à vue était absolu. Le seul son était le tic-tac frénétique d'une horloge murale, chaque seconde martelant un clou de plus dans le cercueil de la carrière de l'agent Nicolas Lefebvre. La couleur quitta son visage, laissant place à un gris pâteux et maladif. Le portefeuille dans sa main semblait peser une tonne. Juge cour de cassation. Les mots dansaient devant ses yeux, refusant de prendre sens dans le contexte de l'homme qu'il venait de traîner comme un chien. Le jeune agent, Léo Fournier, transpirait abondamment. Nico, balbutia-t-il. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? La formation de Lefebvre, ses instincts, tout lui criait de faire marche arrière, de s'excuser, d'essayer de réparer l'erreur monumentale qu'il avait commise. Mais 15 ans de sectarisme non contrôlé et un sentiment de supériorité profondément ancré ne s'effaçaient pas si facilement. L'orgueil, laid et têtu, remonta à la surface. Il ne pouvait pas avoir fait d'erreur. Cela devait être un piège. Il jeta le portefeuille sur le comptoir avec un geste méprisant. C'est un faux, gronda-t-il, bien que les mots manquent de conviction. Un sacré bon faux, je lui accorde ça. Les criminels deviennent de plus en plus malins. Il a probablement trouvé ça sur Internet. Fournier le regarda, abasourdi. Un faux, Nico? Personne ne falsifie ça. Le sceau, la photo d'identité, j'ai dit que c'est un faux. Hurla Lefebvre, sa voix se brisant sous un mélange de désespoir et de rage. Il était sur une propriété privée. Il a résisté à son arrestation. Il m'a agressé. Il construisait le mur de mensonges de plus en plus haut, de plus en plus vite, espérant qu'il le protégerait du déluge imminent. Stéphane Dubois observa cette démonstration pathétique sans un mot. Il resta assis sur le banc, ses mains menottées reposant sur ses genoux. La tempête de panique et de déni qui faisait rage en Lefebvre ne le concernait pas. Les rouages de la justice tournaient maintenant dans son propre esprit, froid et inexorable. Il ne pensait plus à sa propre humiliation, mais aux innombrables autres qui s'étaient assis sur des bancs comme celui-ci, sans le pouvoir de sa fonction pour les protéger. Ceux dont les histoires n'étaient jamais entendues, dont les arrestations arbitraires n'étaient jamais remises en question. Il ne chercherait pas seulement justice pour lui-même, il la chercherait pour eux tous. L'agitation attira une nouvelle personne dans la pièce. Le chef de la police, Pierre Moreau, était un homme imposant dont l'uniforme était tendu sur un ventre formidable. Il avait un visage rubicond et de petits yeux rusés qui balayaient la scène avec une indifférence étudiée. Il était le mentor de Lefebvre, l'architecte de la culture d'intimidation et de profilage racial du service. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, Lefebvre? Grommela Moreau, essuyant des miettes de croissant de sa moustache. Lefebvre se dépêcha de se ressaisir, sa voix prenant un ton de fausse confiance. J'ai attrapé celui-là en train de repérer la propriété Mercier sur l'allée des Tilleuls. Il m'a causé un tas de problèmes. Il prétend être bien, regardez ça, chef. Il poussa le portefeuille vers Moreau. Moreau prit la carte d'identité, plissant les yeux. Un sourire lent et laid se répandit sur son visage. Il gloussa. Un son bas et grondant. Eh bien, eh bien. Ambitieux, n'est-ce pas? Juge Stéphane Dubois. Il faut lui reconnaître une certaine créativité. Il rejeta la carte sur le comptoir. Il a avoué les cambriolages? On y travaille, chef, dit Lefebvre, le soulagement inondant ses traits. Le chef soutenait sa version. Le mur de mensonges était maintenant renforcé. Moreau s'approcha de Stéphane, tournant autour de lui comme un prédateur évaluant sa proie. Il baissa les yeux sur la chemise en soie, la lèvre fendue, la dignité intacte dans les yeux de l'homme. Vous savez, le problème avec vous autres, c'est que vous visez toujours trop haut.
Vous auriez pu dire que vous étiez avocat, peut-être médecin. Mais un juge à la Cour de cassation? Vous pensiez vraiment qu'on serait assez stupide pour tomber dans le panneau? Finalement, Stéphane parla. Sa voix était calme, mais elle capta l'attention de tous dans la pièce. Chef Moreau, je voudrais passer mon coup de téléphone. Moreau éclata de rire. Vous l'aurez votre coup de fil, quand on aura fini de vous traiter. On a beaucoup de paperasse à remplir. Outrage et rébellion, agression sur un agent, possession de faux papiers, on pourrait y passer la journée. J'ai droit à un appel téléphonique dès ma mise en garde à vue, déclara Stéphane, citant le propre manuel de procédure du service. C'est la loi. Une loi que, j'en suis sûr, en tant que chef de la police, vous connaissez bien. La confiance calme et inébranlable commençait à irriter Moreau, tout comme elle l'avait fait avec Lefebvre. Vous êtes chez moi, maintenant, mon pote. Et chez moi, c'est moi qui décide quand vous passez un coup de fil. Très bien, dit Stéphane, avec un hochement de tête presque imperceptible. Il leur avait donné la chance de suivre le protocole. Leur refus était dûment noté. Dans ce cas, vous ne me laissez pas le choix. Il prit une profonde inspiration. Ceci est ma demande formelle de contacter le bureau du procureur général de l'État. Votre refus de m'accorder un appel, couplé à l'arrestation illégale et à l'agression commise par l'agent Lefebvre, constitue une violation grave de mes droits civiques sous couvert de l'autorité publique. Si vous continuez à faire obstruction, je m'assurerai que chaque agent impliqué, y compris vous, chef Moreau, fasse face à des charges fédérales. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Les mots eux-mêmes avaient un poids immense. Il parlait avec l'autorité absolue d'un homme qui non seulement connaissait la loi, mais l'incarnait. La mention de charge fédérale, du procureur général, de l'autorité publique, perça finalement les crânes épais de Moreau et Lefebvre. Le rictus de Moreau vacilla. Il regarda Lefebvre, qui était maintenant pâle comme un fantôme. Il se retourna vers l'homme sur le banc. Pour la première fois, une once de doute, froide et tranchante, pénétra son esprit. Et si ce n'était pas un faux? Et si cet homme, qui parlait avec une certitude si exaspérante, était exactement celui qu'il prétendait être? Les conséquences potentielles étaient stupéfiantes. Un scandale de cette ampleur ne mettrait pas seulement fin à leur carrière, il démantèlerait tout son royaume corrompu. Donnez-lui son foutu coup de fil. Aboya Moreau à Fournier, essayant de paraître en contrôle, comme s'il s'agissait d'une concession mineure. Fournier, tremblant, conduisit Stéphane vers un téléphone mural, les mains toujours menottées. Stéphane manœuvra maladroitement le combiné. Il n'appela pas un avocat. Il n'appela pas sa femme. Il composa un unique numéro direct de mémoire. Ici le juge Dubois, dit-il dans le combiné, sa voix calme et claire. Il y a eu une situation. Je veux que vous contactiez le procureur général Dubois. Dites-lui que j'ai été illégalement détenu par le commissariat de police de Val-de-Loire. Dites-lui de faire venir tout le monde. Il raccrocha. Il avait allumé la mèche. Maintenant, il n'avait plus qu'à attendre l'explosion. L'atmosphère au commissariat était passée d'une supériorité suffisante à une tension épaisse et suffocante. Le chef Moreau et l'agent Lefebvre se tenaient dans un coin, chuchotant furieusement, jetant des regards nerveux à la silhouette silencieuse de Stéphane Dubois. Le mur de leurs mensonges, qui semblait si solide quelques instants auparavant, leur paraissait maintenant fait de sable. Ils avaient emprisonné une force de la nature, et maintenant ils sentaient la tempête se rassembler juste au-dessus de l'horizon. L'agent Fournier, chargé de surveiller Stéphane, ne parvenait pas à regarder l'homme directement. Il s'occupait avec de la paperasse insignifiante, le stylo tremblant dans sa main. Il était jeune, seulement 3 ans dans la police. Il s'était engagé avec des idéaux, un désir sincère de servir et de protéger, mais il avait vite appris que pour survivre dans le service de Moreau, il fallait regarder ailleurs, rire des blagues racistes et ne jamais remettre un ordre en question. Maintenant, il était complice du crime potentiel du siècle. Stéphane était assis sur le banc, une image de tranquillité au milieu de la panique montante. Il savait que l'appel avait été passé. Les rouages étaient en mouvement. Commençait maintenant la partie délicate, l'observation. Il observait l'interaction entre les agents. Notant la peur évidente de Fournier et les tentatives fanfaronnes de Moreau pour reprendre le contrôle, il était injuste sur son siège, rassemblant des preuves même enchaînées. Après quelques minutes angoissantes,
Fournier s'approcha, portant un petit gobelet en carton d'eau. Ses mouvements étaient raides et maladroits. « Tenez » marmonna-t-il, évitant le regard de Stéphane. Il fit glisser le gobelet sur le banc. Alors qu'il retirait sa main, sa voix tomba à un murmure à peine audible. « Ils ont des caméras partout, mais celle du couloir arrière, l'audio est en panne. C'est comme ça depuis des mois. » Il s'éclaircit la gorge, le visage rouge pivoine, et s'éloigna rapidement. C'était un petit acte, un minuscule murmure de dissidence dans un cœur de corruption, mais pour Stéphane, c'était une bouée de sauvetage. C'était la preuve que tout le monde dans ce bâtiment n'était pas complice. Fournier lui avait donné une information cruciale, un cadeau offert à grand risque personnel. Il y avait encore de la décence ici, enfouie mais pas éteinte. Pendant ce temps, de retour sur l'allée des Tilleuls, Chloé vivait sa propre crise de conscience. Elle avait la vidéo. Elle était claire, accablante et explosive. Elle l'avait regardée une douzaine de fois, l'estomac noué par un mélange de peur et d'indignation. Lefebvre habitait à quelques rues de là. Ses enfants allaient à la même école que son fils. S'impliquer signifiait s'attirer des ennuis. Le genre d'ennui qui pouvait faire voler en éclats la bulle de banlieue paisible dans laquelle elle vivait. Son mari l'avait supplié de l'effacer, d'oublier tout ce qu'elle avait vu. « Ce n'est pas notre combat », avait-il dit. Mais elle ne pouvait pas oublier le regard dans les yeux de l'homme, la dignité, la force tranquille alors qu'on lui pressait une arme sur la tête. Elle pensa à son propre fils et au genre de monde dans lequel elle voulait qu'il grandisse. Un monde où les gens détournaient le regard ou un monde où ils se levaient. Les mains tremblantes, elle chercha le numéro de Manon Bernard, une journaliste d'investigation pour le plus grand journal de l'État. Bernard avait la réputation d'être tenace et intrépide, de s'attaquer à des histoires qui mettaient les puissants mal à l'aise. Chloé prit une profonde inspiration, composa le numéro et commença à parler. « Vous n'allez pas croire ce que j'ai en vidéo. » Moins de 45 minutes après l'appel de Stéphane, les portes d'entrée du commissariat de police de Val-de-Loire s'ouvrirent en grand. Ce n'était pas encore toute la force du bureau du procureur général. Pas encore. C'était l'avant-garde. Une seule femme impeccablement vêtue, avec une coupe de cheveux nette et une expression qui pouvait fendre le verre, entra, flanquée de deux hommes à l'air sérieux en costume sombre. « Je suis Valérie Bernard, procureure générale adjointe », annonça-t-elle au sergent d'accueil stupéfait, sa voix résonnant d'autorité. « Je suis ici au nom du juge Stéphane Dubois. Vous avez 30 secondes pour le libérer et me fournir une copie du rapport d'arrestation complet et non modifié. » Le chef Moreau sortit de son bureau en trombe, le visage un masque de fausse bravade. « Attendez une minute. Nous avons une enquête en cours. » Cet homme est suspect dans, Valérie Bernard le coupa avec un regard si cinglant qu'il sembla aspirer l'air de la pièce. « Vous avez un suspect que vous avez agressé et arrêté sans motif. Un suspect qui se trouve être un juge en exercice à la Cour de cassation. Vous ne menez pas une enquête, chef Moreau, vous commettez un crime fédéral. » Le temps presse. La mâchoire de Moreau travaillait en silence. L'illusion de son pouvoir avait été brisée. Cette femme, avec son tailleur strict et son ton encore plus strict, exerçait un niveau d'autorité qu'il ne pouvait pas comprendre. Il regarda Lefebvre, qui semblait avoir rétréci, son visage un chaos de terreur et d'incrédulité. « Allez chercher les clés !» croassa Moreau à Fournier. Fournier sprinta presque pour démenoter Stéphane. Le métal tomba de ses poignets, laissant des marques rouges et irritées. Il se leva lentement, se frottant les mains pour rétablir la circulation. Il regarda Valérie, une collègue et amie de 20 ans, et lui fit un unique signe de tête presque imperceptible. « Merci. » Elle lui rendit son signe de tête. « Juge Dubois, êtes-vous blessé ?» Une lèvre fendue, dit-il, la voix égale, rien qui ne guérira pas. Il tourna son regard vers Lefebvre et Moreau, et pour la première fois, ils virent toute la puissance sans phare dans ses yeux. Ce n'était pas la colère d'une victime. C'était le feu froid et impartial d'un juge. Mais les blessures infligées à l'état de droit ce matin, celles-là nécessiteront un remède plus significatif. Il était libéré, mais pas innocenté. Les fausses accusations flottaient toujours dans l'air. En sortant du commissariat, il savait que ce n'était pas la fin. C'était la fin du commencement. La bataille avait été gagnée. Mais la guerre pour la justice ne faisait que commencer. Il avait des alliés maintenant, un jeune policier effrayé,
une voisine courageuse avec une vidéo, et tout le poids du bureau du procureur général derrière lui. Le chasseur était maintenant libre, et il était temps de planifier la chasse. Le bureau dans la nouvelle maison de Stéphane Dubois était un sanctuaire d'ordre et d'intellect. Des bibliothèques du sol au plafond contenaient des textes juridiques reliés en cuir sombre, leur dos un témoignage de siècles de lutte humaine pour la justice. L'air sentait le vieux papier, le bois poli et le café frais. Moins de 2 heures après sa libération, Stéphane était assis derrière un grand bureau en acajou, non pas en victime, mais en commandant dans sa salle de guerre. La chemise en soie froissée avait été remplacée par un costume sombre et impeccable. La lèvre fendue était une imperfection mineure sur un visage empreint d'une détermination farouche. L'architecte de la justice se préparait à dessiner ses plans. En face de lui se trouvaient les membres clés de son équipe montée à la hâte, Valérie Bernard du bureau du procureur général, son ordinateur portable déjà ouvert, ses doigts volant sur le clavier alors qu'elle rédigeait des assignations. À côté d'elle, Manon Bernard, la journaliste d'investigation, qui par un coup du sort était la sœur cadette de Valérie. Le carnet de Manon était rempli de notes de sa conversation frénétique avec Chloé, la voisine. Et dans un coin, calme et observateur, se trouvait Jean-Luc Martin, un détective privé que Stéphane avait utilisé auparavant pour des cas sensibles. Un ancien agent de la police judiciaire, PJ, avec un don pour trouver les secrets que les gens pensaient enterrés pour toujours. « Commençons », dit Stéphane, sa voix calme et autoritaire. « Manon, dites-nous ce que vous avez du témoin. » Manon se pencha en avant, ses yeux brillant d'un mélange d'excitation et de gravité. Son nom est Chloé Girard. Elle est terrifiée, mais elle est résolue. Elle a filmé tout l'incident, de l'approche initiale de Lefebvre jusqu'à ce qu'il vous force à entrer dans la voiture. L'audio est clair. Elle a capté le commentaire sur le jardinier, la demande de papier, tout. Et elle a une prise de vue nette de lui pressant l'arme contre votre tête. Une inspiration collective parcourut la pièce. Une vidéo. À l'ère numérique, une vidéo nette était la solution miracle. Elle a accepté de nous donner le fichier original, continua Manon. Elle est en route vers un lieu neutre pour rencontrer Jean-Luc maintenant. Jean-Luc hocha la tête. Je sécuriserai la séquence et ferai plusieurs sauvegardes cryptées. Elle sera intouchable. Bien, dit Stéphane. Valérie, quel est le statut officiel? Le chef Moreau essaie de faire de l'obstruction, rapporta Valérie, son ton empreint de mépris. Le rapport officiel prétend que l'agent Lefebvre a répondu à un appel pour une personne suspecte, un appel qui, selon le registre, n'a jamais été passé. Il allègue que vous êtes devenu agressif, avez refusé de vous identifier et avez agressé l'agent Lefebvre lors de l'arrestation. Une fabrication complète, déclara platement Stéphane. Bien sûr, acquiesça Valérie. Mais c'est leur version officielle, et ils s'y tiennent. Ils ont placé Lefebvre en congé administratif payé en attendant une enquête interne, ce qui est leur procédure standard pour enterrer les fautes professionnelles. Ils croient pouvoir surmonter cette tempête. Ils pensent que c'est ma parole contre la leur, songea Stéphane, joignant ses doigts. Ils ne connaissent pas l'existence de la vidéo, et ils ne savent pas ce que nous allons trouver d'autre. Il tourna son regard vers Jean-Luc. Je veux que vous commenciez une enquête de fond complète sur l'agent Nicolas Lefebvre et le chef Pierre Moreau. Je ne veux pas de rumeurs ou de chuchotements. Je veux un schéma. Dossier financier, historique de plainte, procès passé, registre de propriété. Je veux connaître chaque squelette dans leur placard. Les lèvres de Jean-Luc s'étirèrent en un léger sourire. Je vis dans les placards, juge Dubois. Je les trouverai. Il ne s'agit pas seulement de Lefebvre et Moreau, continua Stéphane, son regard balayant la pièce. Une culture comme celle-ci n'existe pas dans le vide. Elle est encouragée. Je veux savoir quels élus locaux, quels procureurs, quels juges ont été complices de leur corruption. Nous n'allons pas seulement couper la tête du serpent. Nous allons déterrer tout le nid. Pendant les heures qui suivirent, le bureau fut une ruche d'activité. Ils élaborèrent une stratégie, non pas pour un procès, mais pour un démantèlement systématique. L'équipe de Valérie gérait la pression juridique officielle, déposant des plaintes fédérales pour violation des droits civiques et exigeant des dossiers. Manon travaillerait sur l'angle journalistique, utilisant la vidéo de Chloé comme pièce maîtresse d'un exposé explosif, mais la retenant jusqu'au moment parfait. Jean-Luc serait le fantôme, se déplaçant dans les mondes numériques et physiques, collectant les fils de leur corruption.
Stéphane était le chef d'orchestre, orchestrant chaque mouvement avec la précision d'un stratège. Il utilisait les compétences mêmes qu'il avait menées à la Cour de cassation, analyse rigoureuse, collecte méthodique de preuves et une compréhension inébranlable des points de pression des systèmes. Il ne ressentait aucune soif de vengeance personnelle. C'était une entreprise purement professionnelle. C'était un cancer sur le corps de la loi et son travail consistait à l'enlever proprement et complètement. Tard dans l'après-midi, Jean-Luc revint. Il avait le fichier vidéo, maintenant stocké en toute sécurité. Il avait aussi les premiers fruits de son enquête. Agent Lefebvre, commença Jean-Luc, affichant un dossier sur une tablette. Il a 12 plaintes de citoyens déposées contre lui au cours des 10 dernières années. 9 pour usage excessif de la force, 3 pour profilage racial. Toutes ont été rejetées par l'Inspection générale de la police nationale, IGPN. Les plaignants étaient tous noirs ou maghrébins. Il fit glisser l'écran. Chef Moreau, encore mieux. Il est copropriétaire d'une société de sécurité privée avec son frère, une société qui a reçu de multiples contrats sans appel d'offres de la ville pour la sécurité d'événements. Il utilise sa fonction publique à des fins de gains privés depuis des années. Il fit de nouveau glisser l'écran. Et il y a 3 ans, une pièce à conviction cruciale dans une affaire de trafic de drogue, une affaire impliquant le fils d'un riche donateur de la ville, a mystérieusement disparu de la salle des scellés alors que Moreau était de service. L'affaire a été classée sans suite. Stéphane écouta, son expression sombre. C'était exactement comme il l'avait soupçonné, une pourriture systémique profonde. Sa propre arrestation n'était pas une anomalie. C'était la procédure opératoire standard, simplement appliquée par erreur à quelqu'un ayant le pouvoir de riposter. C'est le schéma dont nous avions besoin, dit Stéphane, un feu froid dans les yeux. Maintenant, nous avons un point de départ. Lefebvre n'est pas seulement un flic raciste. C'est l'exécuteur d'une entreprise corrompue. Et il est sur le point de découvrir ce qui arrive quand on confond un architecte de la loi avec une simple brique dans le mur. Le plan était établi. Les pièces étaient en mouvement. Le piège était sur le point d'être amorcé pour l'agent Nicolas Lefebvre. Les jours suivant l'incident furent un étrange mélange d'anxiété et d'arrogance provocante. Être en congé payé ressemblait moins à une punition qu'à des vacances. Le chef Moreau lui avait assuré que c'était juste la procédure. Nous mènerons notre enquête interne, nous conclurons que tu as agi de manière appropriée, et toute cette histoire se tassera, lui avait-il dit en lui tapant dans le dos. Ce n'est pas un frimeur avec de faux papiers qui va diriger notre ville. Lefebvre s'accrocha à cette assurance comme un noyé à une bouée. Il se répéta l'histoire officielle jusqu'à ce qu'il la croie presque. Il était la victime, agressé par un suspect agressif. Il le raconta à sa femme, à ses amis de la police, à quiconque voulait bien l'écouter. Il était le héros qui avait tenu bon. Mais la nuit, dans l'obscurité silencieuse, l'image des yeux incroyablement calmes de Dubois le hantait. La certitude tranquille de sa voix murmurant « Vous regretterez ceci pour le reste de votre vie ». Son anxiété le rendit imprudent. Il avait besoin de réaffirmer son contrôle, de sentir le pouvoir qui avait été momentanément ébranlé. Et il y avait un détail qui le rongeait, les voisins, les témoins silencieux. Il était sûr que l'un d'eux devait avoir vu quelque chose. Et Moreau l'avait averti de s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il décida de rendre une visite amicale. Son premier arrêt fut la maison des Dupont. Monsieur Dupont, un cadre à la retraite qui se targuait de maintenir les standards du quartier, fut plus qu'heureux d'aider. Bien sûr, Nico, avait-il dit, debout sur son porche. J'ai tout vu. Le type était agressif. Tu as fait ce que tu devais faire. Heureux que tu gardes notre rue sûre. Un témoin sécurisé. Son prochain arrêt fut la maison de Chloé Girard. Il se souvenait d'elle à la fenêtre, son visage pâle et inquiet. Elle était le maillon faible. Il remonta son allée d'un pas assuré, son polo décontracté dissimulant mal la carrure d'un homme habitué à l'intimidation physique. Le cœur de Chloé bondit dans sa gorge quand elle le vit à travers le Judas. Elle venait de finir de parler à Manon Bernard, qui l'avait préparée à cette éventualité exacte. Sylvien, agissez comme si vous aviez peur, avait conseillé Manon. Dites-lui ce qu'il veut entendre, et appuyez sur ce bouton. Manon lui avait donné un petit enregistreur déguisé en porte-clés. Elle prit une inspiration tremblante, appuya sur le bouton et ouvrit la porte. « Bonjour, Chloé, dit Lefebvre,
son sourire trop amical. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, voir comment vous alliez après toute cette agitation l'autre jour. Oh, bonjour, agent Lefebvre, dit Chloé, sa voix tremblant de manière convaincante. C'était assez effrayant. Je sais. Et je suis désolé que vous ayez eu à voir ça, dit-il, son ton dégoulinant de fausse sincérité. C'est pour ça que je suis là. On finalise juste le rapport, et je voulais avoir votre déclaration. Vous avez vu comment il se comportait, n'est-ce pas? Agressif, belliqueux. Il lui soufflait les mots, lui facilitant la tâche d'acquiescer. Je suppose, balbutia Chloé. Tout s'est passé si vite. J'étais surtout inquiète pour mon fils. Lefebvre s'appuya contre le cadre de la porte, l'empêchant de la fermer. Écoutez, je comprends. Vous ne voulez pas être impliqué. Mais ce type est un problème. Il essaie de ruiner ma carrière, ma vie, tout ça parce que je faisais mon travail. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous disiez à mon chef que vous l'avez vu résister, que c'était lui qui causait le problème, juste pour confirmer ce que nous avons tous vu. Le porte-clés dans la main de Chloé semblait froid et lourd. Chaque mot qu'il prononçait était capturé en audio numérique d'une clarté cristalline. Je ne sais pas, dit-elle en baissant les yeux. Je n'ai vraiment pas vu grand-chose. La façade amicale de Lefebvre commença à se fissurer. Sa voix baissa. Chloé, vous vivez ici. Je vis ici. Nous sommes voisins. On veille les uns sur les autres. Vous ne voudriez pas qu'il arrive quelque chose qui rende la vie inconfortable pour vous et votre famille ici, n'est-ce pas? Une amende de circulation que vous ne méritiez pas. Un temps de réponse lent si jamais vous devez appeler le 17. Les choses peuvent se compliquer. C'était une menace voilée dans le langage de la sollicitude de voisinage. L'enregistreur audio capta tout. C'est un menteur, Chloé, insista Lefebvre, son arrogance grandissant alors qu'il prenait sa peur feinte pour une capitulation. C'est un de ces types qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Nous devons leur donner une leçon. C'est le seul langage qu'ils comprennent. C'est une culture non officielle, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on assure la sécurité. C'est comme ça qu'on garde ce quartier tel qu'il est censé être. Une culture non officielle. Les mots étaient un cadeau, un aveu. D'accord, murmura Chloé, des larmes montant à ses yeux. D'accord, je leur dirai ce que vous avez dit. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Lefebvre sourit, satisfait. Il avait éteint l'incendie. Il avait réglé le problème. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, dit-il en lui tapotant l'épaule. Vous êtes une bonne voisine, Chloé. Il s'éloigna en sifflotant, complètement inconscient qu'il venait de tomber directement dans un piège méticuleusement planifié. Il avait non seulement confirmé sa propre culpabilité, mais avait également admis une conspiration plus large de mauvaise conduite départementale. Dès que sa voiture fut hors de vue, Chloé ferma la porte, son dos glissant contre celle-ci alors que ses jambes la lâchaient. Elle s'assit sur le sol, tremblante, non pas de peur, mais de l'adrénaline de ce qu'elle venait d'accomplir. Elle éteignit l'enregistreur. Elle l'avait fait. À quelques kilomètres de là, dans le bureau de Stéphane Dubois, Jean-Luc Martin écoutait le flux en direct de l'enregistreur via une oreillette sécurisée. Un sourire lent et satisfait se répandit sur son visage. Il regarda le juge Dubois et fit un unique signe de tête. On l'a eu, dit Jean-Luc. Il a avoué l'intimidation, la coercition et l'existence d'une culture départementale corrompue. Tout est sur la bande. Stéphane ferma les yeux un instant, non pas de soulagement, mais de satisfaction sinistre. L'arrogance de Lefebvre, le trait même qui alimentait son sectarisme, était devenu l'instrument de sa propre perte. Il est temps, dit le juge en ouvrant les yeux. Manon, publiez la vidéo. Valérie, déposez la motion. Jean-Luc, donnez l'enregistrement à la PJ. Il est temps de réduire le royaume en cendres. La toile, si soigneusement tissée, était maintenant prête à être resserrée. L'affaire éclata à 18h un mardi. Le média d'information de Manon Bernard publia en ligne la première partie de son exposé, avec en titre explosif « Vidéo choc, un juge de la Cour de cassation agressé, tenu en joue par un agent de Val-de-Loire ». L'article était un chef-d'œuvre de puissance journalistique. Il s'ouvrait sur la vidéo cristalline de Chloé.
Le monde regarda un homme noir distingué dans une belle chemise en soie se faire harceler, menacé et brutalisé par un policier hargneux. Ils virent l'arme pressée contre sa tempe. Ils entendirent les insultes racistes. Ils furent témoins de la cruauté désinvolte de l'arrestation. La vidéo seule aurait été un scandale national. Mais Manon ne s'arrêta pas là. L'article incluait des citations d'agents anonymes confirmant une culture de la peur sous le chef Moreau. Il détaillait les 12 plaintes antérieures contre l'agent Lefebvre, brossant un tableau accablant d'un prédateur protégé par le mur bleu du silence. Et il se terminait par une bombe, la révélation de l'identité de la victime, le juge Stéphane Dubois. Internet s'enflamma. En 1 heure, la vidéo avait des millions de vues. Le hashtag Justice pour Dubois était en tendance mondiale. L'histoire fut reprise par les chaînes d'information nationales, les chaînes câblées et les médias internationaux. La banlieue tranquille de Val-de-Loire était soudainement l'épicentre d'une tempête médiatique. Le chef Moreau et l'agent Lefebvre regardèrent l'affaire éclater depuis l'arrière-salle miteuse d'un bar local. Le visage de Moreau devint d'une nuance de rouge marbré en regardant la vidéo sur son téléphone. Il avait une caméra, murmura-t-il, sa voix pleine d'incrédulité. Pendant tout ce temps, une femme au foyer avait une caméra sur nous. Lefebvre sentit le sol se dérober sous ses pieds. On ne peut pas prouver qui c'est, balbutia-t-il. C'est granuleux. Ça pourrait être n'importe qui. Mais c'est alors que la deuxième partie de l'histoire tomba. Le titre était encore plus dévastateur. Audio exclusif, l'agent Lefebvre menace un témoin, avoue une culture non officielle. Manon Bernard avait publié l'audio du porte-clés de Chloé. Le monde entendait maintenant la voix de Lefebvre, claire comme le jour, intimidant un témoin civil. Ils l'entendirent parler de tant de réponses lents du 17. Et ils entendirent son aveu arrogant d'une culture de corruption conçue pour leur donner une leçon, et garder le quartier tel qu'il est censé être. C'était fini. Il n'y avait pas moyen de le nier, pas moyen de le tourner autrement. Lefebvre s'était condamné avec ses propres mots. Son téléphone commença à sonner, mais il se contenta de le fixer, hébété. Les retombées politiques furent immédiates et brutales. Le maire, qui avait longtemps fermé les yeux sur les méthodes de Moreau, tint une conférence de presse paniquée, condamnant les actions de l'agent et promettant une enquête complète et transparente. Le préfet publia une déclaration appelant à la démission immédiate du chef Moreau. Le procureur général de l'État, poussé par Valérie Bernard, demanda officiellement une enquête fédérale sur le commissariat de police de Val-de-Loire pour un schéma et une pratique de violation des droits civiques. L'acte final commença le lendemain matin. Un convoi de VUS noirs avec des plaques gouvernementales arriva à Val-de-Loire. Des agents fédéraux vêtus de gilets tactiques avec les polices judiciaires imprimées en grosses lettres jaunes envahirent le commissariat de police. Ils n'étaient pas là pour enquêter. Ils étaient là pour exécuter des mandats. Les employés de la mairie regardèrent de leurs fenêtres les agents emporter des boîtes de dossiers, des tours d'ordinateur et des sacs de preuves. Le raid fut rapide, professionnel et absolu. Ils trouvèrent le chef Pierre Moreau dans son bureau, essayant frénétiquement de déchiqueter des documents. Les agents ne prirent pas la peine de frapper. Ils défoncèrent la porte. Pierre Moreau, dit l'agent principal, sa voix dénuée d'émotion. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, obstruction à la justice et subornation de témoins. Moreau ne résista pas. Le combat l'avait quitté. Alors qu'il le conduisait à travers son propre commissariat menotté, ses agents, ceux qui l'avaient craint, ceux qui l'avaient encouragé, refusèrent de croiser son regard. Ils étaient trop occupés à parler à d'autres agents, essayant de négocier des accords pour se sauver. La PJ rattrapa Nicolas Lefebvre chez lui. Il était en train de faire une valise quand ils enfoncèrent sa porte d'entrée. Il vit les gilets, les armes, les visages sombres, et il sut. Son arrogance avait disparu, remplacée par une peur pathétique et géniarde. Ils lui passèrent les menottes dans son salon, devant sa femme en pleurs et ses enfants confus. La marche de la honte pour les deux hommes fut diffusée en direct sur toutes les grandes chaînes. Des hélicoptères de presse survolaient la scène alors que Moreau et Lefebvre étaient placés dans des véhicules officiels séparés. L'empire de mensonges qu'ils avaient bâti, un empire qui semblait si puissant et impénétrable seulement 48 heures plus tôt, s'était effondré en poussière. Il avait été abattu non pas par une armée, mais par la dignité tranquille d'un homme, le courage d'une femme avec une caméra et l'œil impassible de la loi. Depuis son bureau, Stéphane Dubois regardait les reportages. Il ne ressentait aucune euphorie, aucune joie.
Il ressentait un sentiment profond et lourd de justification. Le système, pour une fois, avait fonctionné. Les freins et contrepoids qu'il avait dédié sa vie à défendre avaient tenu bon. Le cancer avait été exposé et était maintenant en train d'être excisé. Le long et douloureux processus de guérison pouvait maintenant commencer. Son épreuve personnelle était terminée, mais son travail de gardien de la justice ne faisait que commencer. La salle d'audience était comble. Un théâtre où l'on ne pouvait qu'être debout pour l'acte final d'un drame qui avait captivé l'État. Des mois avaient passé. L'enquête fédérale avait démantelé le commissariat de police de Val-de-Loire, menant à plus d'une douzaine d'inculpations et à une restructuration complète des forces de l'ordre. Le chef Moreau avait déjà plaidé coupable. Son témoignage contre ses propres agents avait brossé un tableau sordide de corruption systémique qui s'étendait sur des décennies. Mais Nicolas Lefebvre, têtu et arrogant jusqu'au bout, avait insisté pour un procès. Il avait été rapidement reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, violation des droits civiques fédéraux, subornation de témoins et parjure. Aujourd'hui, c'était le prononcé de sa peine. Lefebvre se tenait devant le tribunal en combinaison orange mal ajustée, un contraste frappant avec l'uniforme impeccable qu'il avait autrefois porté avec tant de fierté. Il avait perdu du poids, son visage était émacié, ses yeux vides. Il ressemblait à un homme brisé. Il fixait ses mains menottées, attendant que le juge entre, attendant d'entendre son sort. La voix de l'huissier de justice retentit dans la salle silencieuse. La cour. La foule se leva péniblement. La porte latérale s'ouvrit, et une silhouette dans la longue robe noire de la magistrature émergea et prit place sur le haut siège. Nicolas Lefebvre leva les yeux et son monde entier bascula sur son axe. Son souffle se coupa, son cœur martela contre ses côtes. Ce n'était pas possible. Mais c'était bien lui. Assis sur le siège du juge, le regardant de haut, non pas avec colère ou malice, mais avec un regard d'autorité pure et impartiale, se trouvait le juge Stéphane Dubois. Un soupir parcourut la salle d'audience. Manon Bernard, assise dans la rangée de la presse, griffonnait furieusement dans son carnet. C'était le rebondissement que personne n'avait vu venir. En raison de la nature très médiatisée de l'affaire et de l'implication de la magistrature elle-même, la Cour de cassation avait désigné l'un des siens pour présider le prononcé de la peine, afin d'assurer une impartialité absolue et d'envoyer un message. Et le juge choisi était Stéphane Dubois. L'avocat de Lefebvre se leva d'un bond, balbutiant sur les conflits d'intérêts, la partialité, l'impossibilité d'une audience équitable. Le juge Dubois leva une main, et le silence retomba. « Maître, votre objection est notée et rejetée, dit-il, sa voix calme et résonnante, amplifiée par le microphone de la salle d'audience. Cette cour n'est pas ici aujourd'hui pour chercher la vengeance, mais pour administrer la justice. Mon expérience personnelle avec l'accusé n'est pas le fondement de cette sentence. Le verdict du jury, basé sur des preuves irréfutables, en est le fondement. Mon devoir est de faire respecter la loi, un devoir auquel j'ai voué ma vie, un devoir que l'accusé a juré de respecter puis a grotesquement trahi. » Il tourna son regard directement sur Nicolas Lefebvre, qui tressaillit comme s'il avait été frappé. « Monsieur Lefebvre, » commença Dubois, sa voix dénuée d'animosité personnelle, mais portant le poids immense de la loi. « Vous vous êtes tenu sur ma pelouse, un morceau de ce pays auquel j'ai autant droit que vous, et vous m'avez jugé. Vous m'avez jugé sur la base de la couleur de ma peau et de la texture de ma chemise. Vous n'avez pas vu un citoyen, mais un stéréotype. Vous n'avez pas vu un homme, mais une menace à votre soi-disant ordre naturel. » Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air. « On vous a confié un insigne et une arme, symbole de la confiance publique et d'une immense responsabilité. On vous a donné le pouvoir de protéger et de servir. Au lieu de cela, vous avez utilisé ce pouvoir pour intimider, harceler et terroriser. Vous croyez que votre autorité faisait de vous la loi. C'est là que vous avez commis votre plus grave erreur. Un agent de la loi n'est jamais la loi. Il en est le serviteur, le plus humble de ses serviteurs. » Dubois se pencha légèrement en avant. « Vos actions ce jour-là n'étaient pas une aberration. Les preuves présentées devant ce tribunal ont montré un schéma clair d'abus, un mépris profondément ancré pour les personnes mêmes que vous aviez juré de protéger. Vous avez empoisonné le puits de confiance entre la communauté et les forces de l'ordre. Vous êtes devenu la chose même que vous prétendiez combattre, une force de chaos et d'injustice. » Lefebvre se mit à sangloter, ses épaules secouées. Le tyran arrogant avait disparu, remplacé par un homme terrifié face aux conséquences de sa propre haine.
Vous n'avez pas seulement agressé un homme ce jour-là, monsieur Lefebvre, conclut le juge Dubois, sa voix gagnant en puissance. Vous avez agressé les principes sur lesquels cette nation a été fondée. Vous avez pointé une arme sur la tête de l'idée que tous les hommes naissent égaux, que nous sommes une nation de loi, pas d'hommes. Pour cela, la peine doit être sévère. Elle doit envoyer un message clair qu'un tel abus de pouvoir ne sera pas toléré, que les gardiens de la loi ne sont pas au-dessus d'elle. Il baissa les yeux sur les papiers devant lui, puis de nouveau sur l'homme en pleurs. Nicolas Lefebvre, pour vos crimes contre le peuple de cet État et la Constitution que vous avez juré de défendre, cette Cour vous condamne à la peine maximale autorisée par la loi, 15 ans dans un centre de détention fédéral. Le marteau tomba. Crac. Le son était final. Absolu. C'était le son d'une promesse tenue, d'un équilibre restauré. C'était le son de la justice. Des mois plus tard, par un autre beau samedi matin, Stéphane Dubois se tenait dans son jardin. L'érable japonais prospérait, ses feuilles bordeaux une touche de couleur vibrante sur la pelouse verte. Il portait une autre chemise en soie, celle-ci d'un bleu profond brodé de grues argentées. Il tenait une tasse de café fumante, la vapeur s'élevant dans l'air frais de l'automne. La rue était calme, mais c'était un calme différent maintenant. Ce n'était pas le silence de la peur, mais le silence de la paix. Madame Dupont n'habitait plus au numéro 42. Elle avait vendu sa maison dans la honte. Une jeune famille diversifiée emménageait. Chloé sortit sur son porche et lui fit un signe de la main. Stéphane lui rendit son signe, un sourire sincère sur le visage. Leurs enfants jouaient maintenant ensemble l'après-midi. Il avait été mis à l'épreuve non seulement en tant qu'homme, mais en tant que symbole de la loi même qu'il représentait. On lui avait rappelé que le combat pour la justice ne se gagne pas par de grandes déclarations depuis un haut siège, mais dans les petits moments courageux. Une voisine qui ose enregistrer. Un agent qui murmure un avertissement. Un homme qui refuse de baisser la tête face à la tyrannie. La loi n'était pas seulement une collection de livres sur son étagère. C'était une chose vivante, qui respirait, et elle n'était aussi forte que le courage de ceux qui la défendaient. Le système n'était pas parfait. Il le savait imparfait et fragile, construit et administré par des personnes imparfaites. Mais ce jour-là, il avait plié, comme il était conçu pour le faire, vers la justice. Le poids de sa robe lui semblait un peu plus léger maintenant, la promesse de sa fonction un peu plus réelle. Il prit une gorgée de son café et regarda la rue paisible, sa rue. Se sentant non pas comme un conquérant, mais simplement comme un homme qui était enfin chez lui. Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Que signifie vraiment la justice dans un monde de systèmes imparfaits? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui comptent.